Si tu appliques ces conseils minceurs encore en 2025, sache que tu perds du temps, que tu perds du muscle et potentiellement de la force. Aujourd'hui, je démonte 5 mythes, 5 idées principales récalcitrantes qui restent en 2025, que je croise régulièrement en coaching, qui, du coup, ont alimenté cet épisode, des choses que j'entends encore très souvent, et exactement ce que vous allez pouvoir faire sur les 14 prochains jours, sur les prochaines semaines, pour voir une différence et pour changer les choses. On va parler ici bien sûr de déficit calorique, on va parler d'entraînement aussi, on va parler un petit peu de cardio, de glucides, de suivi pour améliorer sa perte de graisse ou sa composition physique. Bref, du concret, du chiffré et des trucs que tu peux copier et appliquer de chez toi, de ton côté. Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Julien Bébert, je suis comme d'habitude l'hôte de ce podcast Next Physique, la mission, le podcast où on discute de sport de force, de bien-être, tout ce qui tourne autour de ces thématiques, c'est votre hôte. Alors aujourd'hui on va discuter de ce sujet. Moi je sors de compétition très récemment, donc ma première compétition individuelle de CrossFit en catégorie RX, première indiv tout simplement. De base, je suis pratiquant de musculation depuis plus de 12 ans. J'ai fait 10 ans de bodybuilding, dont des dernières années à haut niveau avec différents bons classements au niveau français en catégorie naturelle. Et j'ai bifurqué sur le CrossFit très récemment. De base, ma spécialité, c'était la nutrition. J'ai fait énormément de contenu depuis des années sur les réseaux sociaux en nutrition avec mes différentes sociétés et différents comptes. Et aujourd'hui, on va reparler de ce sujet-là parce que c'est jamais fini. Il y a toujours des mythes, ça circule toujours, ça s'arrête jamais. Surtout avec les réseaux aujourd'hui, c'est terrible parce qu'il y a ça, c'est alimenté aussi par les réseaux des fois et malheureusement des personnes qui essayent de gagner de l'argent là-dessus et qui en profitent. Et bon, alors qui en profitent, mais pas forcément avec une mauvaise idée derrière la tête ou ne s'en rendent pas compte, mais nous donnent des dingueries et résultat, ça n'aide pas du tout les gens. Donc aujourd'hui, on va démonter ces mythes qui restent. Pas des vieux mythes, pas des trucs qu'on sait déjà depuis 1000 ans, comme le déficit calorique, ça marche pas. Bon bah ça, c'est bon, on va pas reparler du déficit calorique. On sait que c'est le seul moyen de créer un déficit énergétique, d'avoir une balance énergétique, et c'est comme ça que le corps fonctionne. C'est tout. Voilà, on va pas reparler de ce sujet qui est un peu la base de la perte. Nous, on va aller sur plutôt des trucs qui restent, qui vous les connaissez peut-être déjà, ou peut-être que vous avez besoin de l'entendre, peut-être que vous avez besoin de le réentendre, peut-être que du coup vous allez dire ah bah oui c'est sûr, voilà, des sujets qui reviennent encore et encore. On est parti pour cet épisode du jour. Alors on a 5 effectivement mythes qu'on va voir aujourd'hui. Le premier mythe, c'est autour du déficit calorique justement. Alors l'idée est simple, c'est que oui, plus le déficit est grand, plus je maigris vite. Eh ben non, pas forcément. En tout cas, le truc qui est vrai, c'est qu'un déficit calorique, c'est effectivement nécessaire. L'autre point qui est à retenir, c'est qu'un déficit qui est trop agressif, oui, c'est vrai, ça va vous faire perdre, mais vous allez aussi créer rapidement une sensation de faim, vous allez rapidement avoir une baisse des performances parce que vous avez coupé trop rapidement les apports caloriques, qui est votre fuel à la base, hein. Et vous risquez, et ça va être certainement le cas, une perte de muscle, voire un rebond derrière, ce qu'on appelle un peu l'effet yo-yo, c'est-à-dire j'ai perdu rapidement, j'ai perdu beaucoup de muscle, du coup je baisse beaucoup mon métabolisme, et lorsque je remange ce que je mangeais avant, je prends énormément. Et oui, du coup, puisque vous avez perdu ce qu'il ne fallait pas perdre. Donc, l'idée étant que sur un déficit, techniquement, ce qu'on va chercher, lorsque c'est, appelez-le comme vous voulez, une perte de poids, une perte de graisse, une mini-cut, une sèche calorique, ce que vous voulez comme terme technique, mais tous les déficits sont sur cette base. On doit contrôler un minimum ce qu'on fait. C'est vrai que sur certaines sèches, on cherche à être plus rapide, mais dans ce cas-là, c'est des sèches comme la mini-cut qui sont courtes et précises. On ne va pas y rester très longtemps. Et donc, en théorie, ce qu'on cherche lors d'un déficit, c'est de perdre, effectivement, techniquement, du poids, en tout cas du gras. Et une perte, si on veut qu'elle évite de se retrouver dans les extrêmes, l'idée c'est de ne pas dépasser 800 grammes 1 kg par semaine. Déjà c'est ça. Et en termes de déficit calorique par rapport à la maintenance, c'est de ne pas jouer sur des leviers à chaque période de modification de plus de 300 à 500 calories. Ça fait des leviers très importants par rapport à sa maintenance, et forcément ça apporte un peu de résultats, mais ça apporte aussi des conséquences qu'on vient de citer. Donc en gros,
ce que je vous invite à faire, c'est de toujours réfléchir plutôt en pourcentage de votre total calorique et de se dire, j'essaye de créer un déficit en pourcentage de celui-ci. Et ce que je peux vous conseiller, en fonction de ce que vous visez, c'est entre 0 et 10% de déficit. Vous pouvez aller chercher du 15% pour des situations très importantes, comme de l'obésité par exemple, ou des situations extrêmes où il va falloir perdre, et c'est plus important de perdre dans ces situations-là où il y a des risques majeurs, plutôt que de passer du temps en déficit. Mais s'il n'y a pas de risque majeur pour vous au niveau santé, il faut perdre rapidement, là, il faut y aller, eh bien, misez plutôt sur les pourcentages que je viens de citer. Par exemple, 10% pour une sèche, un déficit calorique, une perte de graisse classique qui va s'étaler sur 3 à 6 mois, voire plus. Et sur une mini-cut, du coup, on vise effectivement au moins les 10%, aller chercher les 10%. Et pour une autre sèche plus tranquille ou une personne qui est plus avancée au niveau de sa masse musculaire, on va plutôt aller vers du 5%, vers un pourcentage qui est réduit pour maximiser encore les gains qu'il y a sur la force, sur la masse musculaire, et on va éviter du coup de chercher trop de pourcentage qui peut être plus risqué. C'est un peu pareil que de la finance pour ceux qui font un peu de finance à côté pour leur future retraite. Ça fait un peu ça, quoi. On va éviter les gros risques, en tout cas de manière prolongée. Et en fait, si vous voulez, en bodybuilding, moi par exemple, lorsque je fais mes positions françaises, j'ai toujours eu des déficits où j'allais chercher d'abord du 2-5% et je montais à 5% quand c'était nécessaire d'aller plus vite. Mais je suis toujours resté là-dessus, par exemple. Ce qui m'a permis, par exemple, sur mes meilleures places où je finis second en bodybuilding français, c'était du coup d'aller chercher un déficit qui a été étalé. J'ai fait 2 pauses, donc je me suis arrêté au cours de mon année pour que je puisse un petit peu profiter et voyager. Donc j'ai fait 2 pauses de 2 semaines. Et du coup, moi j'ai fait un déficit sur 9 mois. Ce qui en réalité du coup est plutôt 8 mois, puisque du coup il y a la pause. Mais voilà, on était à 8 mois de déficit, sur lequel je perds énormément, puisqu'on parle de bodybuilding. Donc là, on parle d'aller sur scène, donc on a besoin d'aller très très bas. Donc évidemment, ce n'est pas forcément un exemple que tout le monde pourra prendre, mais ça vous donne un ordre d'idée de ce qu'il faut faire pour savoir doser les choses. Et donc, du coup, ce qui était 8 mois pour moi, mais ce qui était sain et ce qui permettait déjà de se retrouver en très bonne forme, c'était très certainement du 4 à 5 mois. Voilà. Voire 6 mois maximum. Ensuite, attention du coup à ce qui marche, hein. Donc, avec ce rapport au déficit, effectivement, je fais attention à pas non plus creuser trop le déficit et me retrouver à manger pas assez de protéines. On rappelle que les protéines, ça reste une condition de base pour avoir une bonne perte de graisse. Donc je fais attention à ma masse musculaire et j'essaye de maintenir un taux de protéines qui est important. Allez chercher au moins, si possible, si vous voulez optimiser, 1,8 g par kilo de poids de corps. Ensuite, en entraînement, on fait attention à maintenir un volume musculaire qui reste intéressant et on ne va pas le découper parce qu'on n'a plus d'énergie. Et du coup, par conséquent, on se retrouve à ne plus suffisamment travailler sa masse musculaire. Bon, là, je parle encore beaucoup plus pour ceux qui font de la muscu. Évidemment, c'est extrêmement important. Mais pour ceux qui font juste du renfort, entre guillemets, qui ont un accompagnement de force, etc., pour X sport ou qui font du crossfit, c'est la même chose. Si vous coupez trop le volume et que du coup vous travaillez quasiment plus les muscles en question, forcément vous allez vous retrouver avec une perte. Vous êtes régi par les mêmes phénomènes, messieurs, dames. Ensuite, le nombre de pas et le NEAT par jour aussi, ça peut influer dans notre calcul et notre grandeur. Il y en a qui vont parfois descendre un peu leurs calories et qui vont à côté creuser énormément le NEAT pour dire vas-y je vais perdre beaucoup plus. Et genre ils se retrouvent à faire 15 000 pas par jour, avant ils en faisaient peut-être 6 000, et en plus ils ont creusé de ouf leurs calories, résultat en fait on revient à la même situation que je vous ai dit d'éviter, c'est effectivement d'avoir creusé un déficit trop grand d'un coup. Faites les choses de manière progressive et vous aurez plus de moyens de jouer sur le long terme, plutôt que de tout faire d'un coup, résultat vous avez des risques, mais aussi du coup vous n'avez plus de levier. C'est aussi le problème, c'est que derrière, après, je joue sur quel levier? Non, je peux pas monter au-dessus de 15 000 parce que déjà 15 000 pas, ça prend du temps dans la journée. Ok, donc chaque chose en son temps, je maîtrise, je prends les étapes une par une, c'est plus efficace que de tout faire d'un coup. Si je peux vous donner un exemple d'un client récent, d'une personne avec laquelle j'ai travaillé récemment, donc le gars fait 80 kg, on avait un entretien et une maintenance qui était à 2007, et le point de départ, ça a été du 2004. Voilà. C'est un exemple pour vous dire, voilà, c'est le starter, c'était 2004. Évidemment, après, plus tard, on a baissé, parce que c'est comme ça qu'un déficit calorique marche, il faut savoir s'adapter aux résultats. Et on descend, en général, enfin, quasiment tout le monde.
Et par conséquent, du coup, évidemment, on descend plus bas après. Mais pour l'instant, d'abord, maîtriser les choses. Donc voilà, ce qu'il faut un peu retenir, c'est que si votre déficit, il vous fait perdre des répétitions aussi, il vous fait perdre de la performance, je sais pas, au squat par exemple, vous perdez du muscle, et pas forcément du gras, vous voyez pas d'évolution sur ce côté-là, dans ce cas-là, il est peut-être intéressant de se dire, ok, si j'ai vraiment perdu du poids dans cette situation-là, et que j'ai perdu de la perf, mon gras évolue pas trop, bah alors dans ce cas-là, j'ai peut-être abusé sur mon déficit calorique et il n'est pas efficace. Et effectivement, du coup, le plus bas possible n'est pas toujours la meilleure solution. Creuser d'un coup trop de calories, ça peut vous amener plus de risques que de résultats. Le mythe numéro 2, c'est que pour sécher, il faut surtout faire du cardio. Ah, ça reste encore, hein. Alors étonnamment, on en a parlé beaucoup de fois dans ce podcast depuis qu'il a été créé en 2020. Ça traîne quand même auprès de la communauté science-based, mais ça reste. La vérité, pour la faire courte, c'est que la muscu, le renfort, la force comme vous voulez l'appeler, parce que du coup, j'ai des communautés différentes ici, donc il y en a, ils veulent pas entendre le mot musculation, mais je vais pas vous faire plaisir. Ça, c'était une trend sur les réseaux, vous voulez pas l'entendre, mais et ben, la trend, c'était un peu l'équivalent d'aujourd'hui, vous voulez pas l'entendre, mais le renfort et la muscu, c'est la même chose. Hop. Le cardio est un outil, mais pas un moteur principal. Par contre, le travail de la masse musculaire, comme vous voulez l'appeler, renforcement musculaire, muscu, ce que vous voulez, force, c'est le moteur. C'est ce qui vous fait fonctionner. Et c'est ce qui vous permet de bien vieillir. Et le cardio, c'est un outil. Ça va permettre aussi de travailler votre cœur, on est d'accord, travailler votre condition cardiovasculaire, mais c'est pas le facteur sur lequel vous devez jouer de manière prioritaire. Parce que sinon, effectivement, le risque, c'est un peu ce qu'on a cité avant, c'est qu'on va prioriser un travail qui n'est pas lié à la masse musculaire, on va faire baisser son métabolisme parce qu'on va perdre de la masse musculaire, parce qu'on ne la travaille pas, et résultat, on risque aussi l'effet yo-yo. Ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, on va dire, lambda, qui n'ont pas encore vraiment eu l'éducation sur le travail du renfort de la muscu, de la masse musculaire, qui ne s'entraînent pas forcément en salle, qui n'ont pas vraiment l'idée de s'entraîner d'ailleurs en salle, qui vont juste faire des pertes de poids à base de course à pied, et bah, le résultat, c'est ce risque-là. Alors, ce qui marche, c'est quoi? C'est effectivement commencer la musculation, le renforcement à la maison, par exemple, faire un peu de muscu à la maison. Ça, c'est la priorité. Et il faut garder, bien sûr, une qualité de mouvement, une petite progression, et si possible, un peu plus de résultats si ça vous plaît. Mais ça, avec un minimum de 2 à 3 fois par semaine. Voilà, ça, c'est la base. Et après, effectivement, on peut rajouter et réfléchir à rajouter du cardio pour augmenter la dépense. Peut-être pas dans un premier temps, comme on l'a dit, on va éviter de creuser trop vite. Si vous n'avez jamais fait de muscu et que vous démarrez, c'est déjà très bien. Mais si vous voulez rajouter plus tard du cardio, c'est un peu être intéressant, effectivement, de se dire, ok, j'en fais, et je reste sur du cardio de basse intensité. J'évite de le faire à haute intensité, comme ça, je ne viens pas perturber la croissance musculaire et mes résultats de ce côté-là, et je travaille plutôt mon cardio sur de la zone 2, par exemple, ce qui serait très bien sur 30-40 minutes. Si vous n'avez pas de montre pour la zone 2, en gros, je suis un peu essoufflé, mais voilà, pas spécialement. Je me dépense sur de la longueur. Et ça vous évitera du coup le système du HIIT, surtout si vous avez déjà les jambes qui sont lourdes, et ça vous permettra d'apporter du sang là-dedans, de bien récupérer, et en même temps d'augmenter nettement votre dépense. Ce qu'il faut un peu retenir avec tout ça, et ce qu'on peut voir, c'est que non, vous ne séchez pas à faire forcément 5 hits par semaine, à faire un maximum de hits dans la semaine. Ça se vend très bien sur les réseaux, c'est super vendeur. Ça peut être sympa à suivre, ça peut être éducatif un petit peu, mais bah, tu sèches parce que tu tiens un déficit calorique à la base. C'est ça. C'est que vous tenez un déficit calorique qui doit être modéré, qui doit être géré, qui vous permet de garder du muscle, de garder de la performance. Et ça, c'est la base, parce que sinon, effectivement, il y a le risque de baisse d'effet yo-yo. Le cardio, c'est plus de l'assistance et pas forcément un driver. C'est pas votre levier principal. N'oubliez pas que le renfort musculaire, ça reste la base de votre fonctionnement humain. Mythe numéro 3, couper les glucides pour une meilleure perte de graisse. Alors oui, le petit souci qu'il y a avec ça, c'est que retirer tous les glucides, oui, ça reste encore en 2025, je suis désolé, mais je l'entends encore très souvent, et voilà. Alors, je vais dire glucides, ça comprend le sucre, les amis. Retirer toutes les glucides, ça explose l'adhérence. On n'est plus super à l'aise avec sa diète. Ça explose les perfs aussi, du coup, parce qu'on n'a pas de quoi les alimenter. Et ça vous fait une baisse rapide du poids parce que, bah, évidemment, vous avez perdu de l'eau et du glycogène. Donc oui, ça marche sur le poids,
Mais ça ne marche pas sur la graisse. L'eau, le glycogène, ce ne sont pas des réserves de graisse. Et donc, ce que vous allez voir en premier lieu sur votre balance n'est pas forcément super intéressant, puisque vous avez surtout perdu ce qui ne vous intéressait pas particulièrement. Et donc, vous allez perdre dans un premier temps, puis après, ça va bloquer, vous allez dire, ah, ben, ouais, j'ai pas plus d'eau à perdre. Donc, forcément, ça évolue pas spécialement. Donc, ce qui marche et ce qu'il faut retenir, c'est oui, je maintiens des apports en glucides. On ne vous demande pas d'en manger énormément, mais essayez au grand des grands minimums. Attention, je parle de minima, de maintenir 100-120 grammes par jour, s'il vous plaît. Évitez de descendre en dessous. En tout cas, sauf si c'est une diète très réfléchie, et là, on parle de cétogène. Mais là, dans ce cas-là, je vous invite à être suivi, conseillé par un professionnel. Et là, du coup, tout ça timé autour de l'entraînement. C'est-à-dire, j'essaye d'apporter des glucides autour de mon entraînement. C'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il faut manger tout le temps, parce que sinon vous n'allez pas creuser de déficit calorique, ça ne va pas le faire. Et du coup, effectivement, l'idée c'est de trouver quand même une satiété, un plaisir. Ça ne veut pas dire manger des glucides pour manger des gâteaux, ça veut aussi dire je vais trouver des légumes. Oui, les légumes, il y a des glucides. Vous allez pouvoir manger, par exemple, en ce moment de saison, des super soupes, potiron, potimarron, il y a des glucides à l'intérieur. Vous allez pouvoir aussi retrouver des protéines hautes, ça va être intéressant de le maintenir, n'oubliez pas, c'était le point numéro un. Et des fibres aussi, qui sont présentes dans les glucides, et qui vont vous permettre d'avoir une bonne satiété. Et aussi une bonne santé. Donc si vous voulez un petit tips pratique, c'est de garder 2 jours légèrement plus haut en glucides pour les jours où vous entraînez, hein, ce qui est plus proche pour ceux qui ne s'entraînent pas beaucoup de fois dans la semaine. Comme ça, vous gardez plus d'énergie à ce moment-là, vous allez plus rentabiliser et pas avoir un petit crash. Et effectivement, si vous devez creuser votre déficit, de réduire la quantité de glucides sur les autres moments. Le mythe numéro 4, c'est que la balance suffit pour suivre la perte de graisse. Et bien, si vous avez suivi le point précédent, vous avez pu voir qu'effectivement, du coup, c'est pas toujours le truc le plus super à suivre. Alors, la balance, elle est extrêmement intéressante. Je ne dis pas le contraire. Et moi-même, en tant que coach, j'adore vous demander vos pesées. J'adore, c'est pas un plaisir. J'adore vos pesées. C'est vraiment très plaisant de regarder vos pesées. Non, c'est surtout que c'est un très bon indicateur s'il est bien géré. Le poids bouge avec l'eau. Vous avez des modifications avec l'eau, avec les règles, avec le glycogène, avec le sel, avec votre stress. Il y a beaucoup de choses qui influent votre poids. Et si vous utilisez que ça comme indicateur, surtout que vous l'utilisez mal, ça va pas être très intéressant. L'idée, c'est de suivre surtout la tendance, la moyenne. C'est de voir où est-ce que l'on va. Pour cela, il faut plus de données. Il faut de l'info régulièrement. Si vous pesez les 2 pires jours de la semaine, vous allez peut-être avoir le jour le plus bas. Waouh, j'ai perdu de ouf. Vous pesez le jour le plus haut. Ah, j'ai mes règles. Et là, du coup, c'est la catastrophe. Mentalement, vous vous dites que vous n'avez rien perdu et vous êtes prêt à abandonner. L'idée, c'est de se peser le plus souvent possible pour avoir une tendance, une moyenne. Alors, pour ça, il en faut au moins 3-4 minimum par semaine. S'il vous plaît. Moi, voire plus, ça va être beaucoup plus intéressant. Et donc là, du coup, vous prenez une moyenne, hein, vous prenez tout ça, vous divisez par 7, hop, où est-ce que j'en suis? Et là, du coup, vous allez pouvoir voir, ok, cette semaine, en moyenne, j'ai perdu, tac, tac, tac. Pour les coachés qui écoutent ce podcast, ils doivent avoir la phrase par cœur en tête. Dana, t'as perdu X et 11. Bon, et après, ce qui est intéressant, c'est les mesures. Alors, je sais, les mesures, c'est pas forcément pratique. Mais une fois que vous savez les prendre au même endroit, ça va vous permettre de voir l'évolution sur les semaines. D'une semaine à l'autre, c'est pas toujours efficace, parce qu'on ne perd pas non plus comme ça autant toutes les semaines, sauf si c'est une sèche, un déficit calorique très agressif. Mais sur le long terme, vous allez pouvoir voir, ah ok, il y a 3 semaines, j'ai été à tant de tours de taille, et puis là maintenant j'ai perdu 1 cm de tour de taille. Ah ok, il y a 6 semaines, j'ai perdu 3 cm de tour de taille par rapport à aujourd'hui. Et là, du coup, vous allez pouvoir comparer la tendance sur les mesures qui vous intéressent. Bien sûr, si vous êtes sur un objectif perte de poids, perte de graisse, les mesures qui nous intéressent le plus, ça va être souvent selon là où vous stockez, mais souvent ça va être le tour de taille, le tour de hanche, le tour de fesses, le tour de cuisse, ça dépend des gens. Voilà, tout le monde est différent, c'est pas forcément en fonction du sexe, ça veut rien dire. Je vous donne mon exemple, moi je stocke à la culotte de cheval. Voilà, ça veut rien dire, ça veut rien dire. Parce qu'il y en a, ils vont dire oui, les hommes c'est toujours la taille. Non, pas forcément. Voilà, ça dépend. Et donc voilà. Donc on garde effectivement ces mesures qui sont assez intéressantes. Une fois par semaine, c'est très bien. 2 fois par semaine pour ceux qui sont plus compétitifs, ça peut être intéressant. Pour ceux qui ne sont pas dans ce cadre-là, n'allez pas vous embêter. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire, ok, j'essaie d'afficher des moyennes qui me permettent d'être en descente. Si je ne suis pas en descente sur 2 semaines, alors dans ce cas-là, il faut faire des modifications. Il va falloir creuser un petit peu plus de déficit calorique.
et du coup ajouter, creuser un peu plus. Le mythe numéro 5, le dernier mythe, ça va être autour du nombre de séances. Il y a des gens, lorsqu'ils rentrent dans ces objectifs-là, ils s'entraînent encore plus. Sauf que déjà de base, ils ne s'entraînaient pas assez. Et en plus, ils vont chercher à plus s'entraîner. Je trouve que c'est une erreur. L'idée n'est pas mauvaise pour ceux qui s'entraînent jamais de commencer à faire du sport. Évidemment, sinon ça ne va jamais le faire. Et en plus, on va prendre le risque, que j'ai cité plusieurs fois ici, d'avoir de la perte de masse graisseuse. De masse musculaire, pardon. Donc effectivement, plus de séances égale plus de gras perdu, bah pas forcément. Mais l'idée, c'est surtout que la fatigue, ça peut détruire votre adhérence et la façon dont vous tenez votre programme d'entraînement qu'apporte votre sport. Donc effectivement, l'idée, c'est pas de se crever non plus. Donc s'entraîner, c'est déjà très bien. Et si vous commencez à vous entraîner encore plus, alors que déjà de base, vous avez du mal à y tenir, vous prenez un risque, un gros risque. C'est le fait d'abandonner. Et 3 à 4 séances qui sont bien calibrées, je le dirai toujours, je le répéterai toujours, ça vaut beaucoup mieux 3 à 4 séances bien faites que 6 séances où, résultat, je suis fatigué parce que je dois prendre les transports, tout ça, je dois être à l'heure pour ma séance, j'ai le boulot à gérer, putain, c'est pile poil, ah putain, je vais oublier mes repas, etc. Et résultat, dans son cerveau, on pète un câble, on produit plein de cortisol, on est stressé, on dort moins bien, on court partout. 3 à 4 séances, c'est déjà très très bien pour quasiment tout le monde. Donc ce qui marche, c'est des séances bien calibrées, c'est des trucs que je peux répéter. Qualité est supérieure à quantité, c'est ce qu'il faut retenir. C'est, voilà, je peux faire ces séances-là, et les autres jours où du coup j'ai un petit peu plus de temps, si je veux creuser un peu mon déficit calorique et j'ai besoin de le faire parce que j'ai pas assez de résultats, eh bien je peux me dire, ok, je rajoute un petit peu de cardio en zone 2, je vais peut-être courir un petit peu tranquillement, ou alors je vais peut-être faire un petit peu de vélo, je vais peut-être, voilà, rajouter une activité plus douce qui rajoute de la dépense sans pour autant rentrer dans l'intensité. Euh, et donc ce qu'on peut voir, ce qu'on peut retenir, c'est que si vous échouez, c'est pas forcément que vous vous entraînez pas assez, mais vous échouez parce que vous entraînez trop pour votre déficit calorique, et du coup vous n'avez pas les capacités de récupérer par rapport à ça. Donc réglez votre volume d'entraînement, soyez plutôt sur de la qualité plutôt que de la quantité, et pas forcément un menu à volonté de dépenses qui du coup ne sera pas gérable parce que vous allez courir après votre quotidien. Alors ce qu'on a pu voir aujourd'hui et ce que vous pouvez mettre en place en termes de protocole sur les 14 prochains jours. Ce que vous pouvez faire dès maintenant, si vous avez besoin de créer un déficit calorique, c'est je vais voir à peu près où j'en suis avec ma maintenance, j'essaie de voir ça un peu sur internet, il y a des sites qui permettent de le faire, je suis sûr que ChatGPT peut vous aider un petit peu. Vous allez pouvoir le faire. Alors évidemment, ça ne vaut pas un avis professionnel, comme je peux le faire, mais c'est déjà pas mal. Et du coup, je vais creuser un petit pourcentage qu'on a vu, entre 0 et 10%, voire 15% si j'ai vraiment besoin de beaucoup perdre, je suis dans une situation critique. Je vais chercher un taux de protéines qui reste suffisamment important. Si je compte, je vais chercher 1,8 g minimum par kilo de poids de corps. Je vais chercher des glucides dans ma journée. Au grand minima, je ne tombe pas sous les 100 grammes, les 120 grammes de glucides. Et je vais bien sûr manger un petit peu de sel si je transpire pas mal. On n'oublie pas de saler ses plats si je ne mange pas déjà trop transformé. Si vous mangez transformé, du sel, vous en avez, vous inquiétez pas. Mais du coup, je vous invite pas à manger transformé, évidemment. Je vais m'entraîner, oui, 3-4 fois par semaine avec des séances que je peux répéter, sur lesquelles je peux progresser. Et je n'abuse pas sur la quantité d'entraînement si ce n'est pas forcément gérable, ou en tout cas, je n'ai pas le niveau pour. Au niveau du suivi, je vais penser à prendre mon poids 3 à 4 fois minimum par semaine pour me calculer une moyenne et comment j'évolue. Si vous pesez plus de fois par semaine, ça sera encore plus précis. Je vais prendre des mesures et si possible les faire une fois par semaine sur les tours graisseux, ceux qui m'intéressent le plus dans notre objectif, pour que je puisse voir leur évolution au fur et à mesure du temps. Pas au bout de 5 jours, au bout de plusieurs semaines. Ensuite, je fais attention à ce que mes performances ne descendent pas. En déficit calorique, vous ne devez pas perdre de performance. Si vous perdez de la perf, c'est que le programme n'est pas géré. Je n'ai jamais, sur mes années de bodybuilding, sur mes suivis, observé des pertes de performance. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est mal géré. Il faut doser. Et pour ça, du coup, on revient encore sur le point que j'ai déjà dit plein de fois, on n'abuse pas sur son volume d'entraînement. On met le bon volume. Et la bonne intensité au bon moment. Ok ? Donc là, vous avez toutes les clés pour plutôt bien faire les choses et pour éviter les plus gros mythes et les gros problèmes qu'on peut croiser au quotidien. Si vous faites déjà tout ça, vous allez avoir de super résultats. Ensuite, ce qu'on peut retenir, c'est n'oubliez pas de noter l'épisode, même s'il est super nul, si j'ai une mauvaise dictée, si j'ai une mauvaise coupe de cheveux aujourd'hui parce que je vais aller courir après, je ne me suis pas coiffé, ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous aider en retour pour cet épisode, ça nous aide énormément, même si c'est pour nous critiquer. Merci à vous.
Ensuite, on se retrouve pour un autre épisode la semaine prochaine. Vous m'avez demandé un débrief de compétition, donc je vais le faire, ça sera dans une semaine. Et on aura un autre épisode encore après. Donc voilà, on se retrouve avec pas mal d'épisodes pour ce mois d'octobre. Vous êtes un petit peu plus présents, donc on va en profiter pour faire un peu plus d'épisodes. Et du coup, j'espère vous avoir aidé un maximum avec cet épisode aujourd'hui. J'ai essayé d'être plus concis et plus précis. Vous m'aviez demandé sur les derniers épisodes, donc j'espère avoir répondu à vos attentes. Merci pour votre écoute. À la prochaine, c'était Julien. Hey! Tu as bien écouté ce podcast? J'espère qu'il t'a plu. C'est Julien, je suis créateur du podcast Next Physique, mais aussi coach depuis de nombreuses années. Avec un bon développement depuis 5 ans maintenant, j'ai pu aider des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, je dirigeais une équipe qui s'appelle MFT, Misfit Tidings. On souhaitait réunir les meilleurs conseils et spécialistes afin d'obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète, à sa façon. Et c'est pour ça que je vous appelle les athlètes en fait. Mais tout ça, sans être frustré avec son sport. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi et j'imagine pour vous aussi. Avec un quotidien optimisé, vous pouvez faire votre vie, tout simplement, gérer votre diète avec plaisir et désormais, je suis devenu un peu un expert en la matière. Next Physique s'inscrit dans la lignée de l'esprit de ce coaching. Je souhaite le meilleur pour chacun de mes élèves afin que vous puissiez gérer vos PR, votre vraie surcharge progressive et ainsi atteindre votre Next Physique. Car c'est un suivi, donc je suis présent tous les jours pour assurer la meilleure évolution possible de la personne et c'est pour ça que j'ai décidé à l'initial de faire du coaching en ligne et pas en salle. Oubliez les diètes sans cookies, oubliez les exos qui changent à gogo chaque semaine parce que c'est du marketing. Ici, on va progresser sur les exercices et bien sûr des exos qui vous plaisent et qui rentrent dans votre emploi du temps, votre salle de sport et son agencement. C'est un tandem, ça se passe entre vous et moi pour construire une équipe qui avance ensemble. Je vous prépare le terrain, j'assure vos arrières et vous faites le job à l'intérieur du terrain. Les coachings sont sur réservation. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es intéressé par l'optimisation de tes résultats et je suis sûr qu'on ira du coup loin ensemble. Contacte-moi directement sur Instagram pour qu'on en discute et qu'on regarde mes disponibilités de réservation ou qu'on s'appelle tout simplement si tu veux qu'on en discute. Plus d'informations sur le suivi en lien en description.